Plus de prélèvements sur les salaires des travailleurs qui n'adhèrent pas à l'assurance maladie obligatoire. Ainsi ont décidé les autorités maliennes au cours de la réunion interministérielle tenue hier à la primature. Vous entendrez donc le Premier ministre sur ce sujet dans ce journal. Et puis la circulation routière désormais bien régulée à Ségou avec l'arrivée des feux tricolores. Les principaux carrefours de la cité des Balanzans en sont désormais équipés. Ils ont été installés par l'Assemblée régionale pour un coût de 100 millions de francs CFA. Ambiance festive à Bamako. Et c'est déjà le 31 décembre avec son lot de pétards, fusées et autres feux d'artifice. Des explosifs qui inondent nos marchés auxquels il faut faire attention. Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à ce point complet de l'actualité. Les autorités maliennes ont décidé qu'on arrête les prélèvements sur les salaires des non-adhérents pour les cotisations de l'assurance maladie obligatoire, cela avec effet immédiat. C'est du moins ce qui ressort de la réunion ministérielle tenue hier à la primature. Nous allons donc écouter le Premier ministre. Nous avons donc tenu compte de votre souhait de pouvoir rembourser ceux qui ne veulent pas de ce mécanisme et d'arrêter les prélèvements sur leur salaire. Et nous ferons tout pour que cela puisse être à partir du mois de janvier, sinon à partir de février. Parce que comme on est déjà à la fin du mois de décembre et qu'on sait que les délais sont très contraignants, il faut que les gens, les services techniques qui gèrent ces questions aient les informations avant un certain délai. Dans la première semaine de janvier, et vous savez que les 3 premiers jours ou les 2 premiers jours sont fériés, et donc ça réduit encore le délai. Donc, on va travailler pour que cela puisse être fait à partir de janvier. Mais si ce n'est pas en janvier, je pense que ce serait fait à partir de février 2012. Et qu'à partir de là, en attendant que cela soit, on va arrêter l'émission des fiches de non-adhésion pour qu'on finisse de gérer cette situation vraiment et de faire table rase de toute cette incompréhension, de toute cette tension qui a accompagné la mise en œuvre de l'AMO. Et on verra ensuite quand on fera le bilan de savoir qu'est-ce qui a été fait pendant le mois de janvier ou le mois de février, si on a pu vraiment respecter les délais et qu'il n'y a plus de protestation pour les prélèvements, on appréciera la situation. Et on verra ce qu'il y a lieu de faire. S'il y a toujours encore d'autres qui veulent, eh bien on aura en tout cas le temps aussi de peut-être mettre en place un mécanisme ou un dispositif pour prendre en charge ceux qui continueront à demander. Mais pour le moment, on arrête. L'amour n'a pas été fait pour créer des problèmes. C'est fait pour venir vraiment au secours des gens, pour venir aider les gens à prendre en charge leurs problèmes de santé. Et si ça devait créer des tensions, créer des inquiétudes, ce n'était pas notre souhait. Voilà, les prélèvements de la cotisation sur les salaires des non-adhérents à l'AMO sont donc arrêtés. Les non-adhérents à l'AMO ayant déposé leur demande avant le 15 décembre 2011 et pour lesquels les prélèvements ne sont pas encore arrêtés et dont les demandes ne comportent pas d'erreur verront les 10 prélèvements arrêtés à la fin du mois de janvier 2012. Et pour les demandes des non-adhérents comportant des erreurs, des communiqués seront diffusés à la radio nationale pour inviter les intéressés à se faire identifier auprès de leur service gestionnaire dans le plus bref délai en vue de corriger les dites erreurs. Les mêmes demandes seront transmises au département et au gouvernorat d'origine des demandeurs. Le bureau central des soldes fournira aux services techniques des listes classées par une unité fonctionnelle pour éviter tout attroupement lors des remboursements. Et nous restons à la primature pour les présentations de vœux. Le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a reçu ce matin le vœu de nouvel an de l'équipe gouvernementale. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Tchemogo Sangaré, a, au nom de ses collègues, fait le bilan des activités menées au sein de chacun des départements ministériels avant de rassurer le Premier ministre de leur engagement pour la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Le compte rendu, c'est avec Amadou Sankari.
C'est un discours bilan que le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a prononcé devant le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé au nom de l'équipe gouvernementale pour les vœux de nouvel an. Dans son intervention, le ministre Kemogo Sangaré a fait un survol des réalisations sectorielles effectuées au niveau des différents départements ministériels. Selon lui, toutes ces réalisations sont le résultat de la mise en œuvre de politiques sectorielles et de réformes institutionnelles conformes aux directives de base contenues dans le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, la lettre de mission et la déclaration de politique générale. Dans le domaine des infrastructures routières, les efforts de désenclavement intérieur et extérieur du pays se sont matérialisés notamment par la construction ou la réhabilitation de 415 km de routes bitumées, la réhabilitation ou la construction de 1692 km de pistes rurales, l'inauguration du pont de Balé et du 3e pont de Bamako. Dans le domaine de la santé, les principales réalisations enregistrées ont porté sur la construction de CESCOM, la construction et réhabilitation des centres de santé de référence, l'intensification de la lutte contre le VIH-Sida et l'acquisition de moyens logistiques pour les différentes formations socio-sanitaires. Au plan macroéconomique, l'objectif est de réaliser un taux de croissance annuel de 7% au moins pour réduire de façon significative la pauvreté. Pour relever ce défi, comment ignorer les femmes? Les femmes constituent indéniablement une force qui contribue de manière significative à l'œuvre de construction nationale, et ce dans tous les domaines, domaine économique, domaine social et domaine culturel. L'une des conditions du relèvement de l'ensemble des indicateurs sociaux de notre pays repose sur l'élimination des disparités et des inégalités existant entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles. Aussi, voudrais-je réitérer mon appel à la nécessaire solidarité au sein de l'équipe gouvernementale. Je voudrais vous souhaiter encore à tous une bonne et heureuse année 2012. Que Dieu bénisse le Mali. Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a invité les ministres à bien tenir face à de nombreux défis que sont l'organisation réussie des élections générales de 2012 et le renforcement de la cohésion sociale. Nous resterons mobilisés à vos côtés pour mettre en œuvre les mesures appropriées pour le bien-être des populations maliennes. Ainsi peut-on résumer les vœux de nouvel an du personnel de la primature au Premier ministre, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Autre vœu présenté au chef du gouvernement sur celui des cadres de l'administration malienne, une occasion pour faire le point des réalisations de 2011. Bourama Traoré. Plus qu'un simple exercice traditionnel, cette présentation de vœux de nouvel an des cadres de l'administration malienne au Premier ministre a donné lieu à de véritables échanges sur les principales réalisations de 2011, des réalisations qui concernent les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, des infrastructures et de l'agriculture. Bref, aucun secteur n'a été occulté. Il s'agit donc de consolider les acquis de 2011 pour mieux dégager les perspectives de l'année 2012. Dans ce contexte, nous devons conforter les progrès réalisés en matière de santé, en matière d'éducation, de production, de diversification agricole, d'expansion des infrastructures, et j'en passe. Nous devons nous atteler résolument à la restauration de l'autorité de l'État, à la consolidation de l'État de droit et de la bonne gouvernance. Parmi les perspectives de l'année 2012, il y a incontestablement la bonne organisation des élections générales et référendaires, et l'administration publique entend jouer toute sa partition pour réussir ses paris. C'est l'occasion pour nous d'en appeler au civisme, à l'esprit patriotique de tous les acteurs qui, comme en pareille circonstance, ont toujours su raison garder, en mettant le Mali au-dessus de tous les intérêts, évitant ainsi à notre pays des dérives dont il n'a pas besoin. L'administration, qui ne dérogera point à sa règle de neutralité, veillera au strict respect des engagements de toutes les parties. L'année 2012 sera également marquée par la consolidation des acquis en matière de gestion macroéconomique, de bonne gouvernance économique. Au cours de la même période, la nouvelle stratégie nationale de contrôle interne sera mise en œuvre avec comme seul objectif prévenir la corruption et la délinquance financière. Il vous revient, en tant qu'agent de l'État, à quelque niveau que vous soyez, d'être exemplaire,
dans la gestion des ressources nationales. Aussi, me permettrez-vous de vous rappeler que votre mission est un sacerdoce, car cette mission consiste à être au service de la collectivité, en ayant comme souci premier l'intérêt général. Un peu plus tôt, le personnel de la primature avait présenté ses vœux de nouvel an au chef du gouvernement. Une occasion pour le directeur de cabinet du Premier ministre Seydou Guindo de rappeler également les grandes réalisations de 2011 et certains défis du moment, parmi lesquels l'accès des populations aux produits de première nécessité, les réformes constitutionnelles et l'insécurité dans le nord du Mali. En réponse à cette dernière préoccupation, le Premier ministre a invité l'ensemble des forces vives du pays à une synergie d'action pour faire face à cette situation. Le personnel du Haut Conseil des collectivités a également présenté ses vœux au président de l'institution, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim. Et c'était ce matin ici, l'accent a été mis sur les activités du Haut Conseil en 2011. Le président du Haut Conseil des collectivités en appelle en 2012 au civisme de tous pour les élections générales. Mamadou Bagayoko est allé voir. Si la présentation de vœux au seuil du Nouvel An est une tradition, elle prend également en compte les activités menées au cours de l'année, les préoccupations et les perspectives pour l'année à venir. À cet effet, le secrétaire général du Haut Conseil des collectivités met l'accent sur le renouvellement des mandats. L'année 2012 qui s'annonce sera consacrée à deux événements majeurs, à savoir le renouvellement du mandat des conseillers nationaux et le départ à la retraite de 3 de nos conseillers techniques. Si le renouvellement des mandats n'était pas du domaine constitutionnel, l'expérience acquise et la bonne collaboration allaient nous commander de laisser l'équipe des conseillers nationaux attendre la mise en place du Sénat. Le premier vice-président, pour sa part, après avoir salué les efforts du président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim, pour le transfert du siège de l'institution à l'ex-primature, a souhaité aussi le renouvellement des équipements. Dans sa réponse, le président du Haut Conseil des collectivités reconnaît qu'en 2011, malgré la conjoncture financière, l'institution a pu tenir 2 sessions. Elle a pris part également à l'étranger à des rencontres sur la bonne gouvernance et des concertations ont été organisées au niveau de toutes les capitales régionales. 2012, selon le président du Haut Conseil des collectivités, est un tournant décisif dans la démocratie malienne. 2012 sera visiblement une année charnière dans la vie de notre institution. Avec l'avènement de la 3e mandature au niveau du Haut Conseil des collectivités, à travers l'élection des conseillers nationaux en mars 2012, mais aussi pour notre peuple avec la tenue des élections générales et référendaires, dont les enjeux ne laissent aucun citoyen indifférent. Aussi, j'en appelle au civisme et au patriotisme de l'ensemble des élus locaux, afin qu'ils s'impliquent résolument en vue d'une bonne tenue de ces élections qui, visiblement, ouvre de nouvelles perspectives pour nos collectivités territoriales, avec à la clé une responsabilisation plus accrue de celles-ci. Au demeurant, la nouvelle année débouche infailliblement sur la fin de la 2e mandature de notre institution. Et probablement, les rideaux seront définitivement tirés sur le Haut Conseil de collectivité. Au cours de cette cérémonie, nul n'a été oublié. Les stagiaires ont remercié le Haut Conseil pour son encadrement en souhaitant devenir des fonctionnaires en 2012. Le Camerounais Martin Balapa, directeur général sortant de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, est en fin de mission. Hommage lui a été rendu avant son départ par les plus hautes autorités à travers ce déjeuner qui a donc réuni des ambassadeurs et de nombreux diplomates accrédités au Mali. Très ému, l'hôte du jour s'est vu remettre un cadeau symbolique par le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Dr Aliou Badra Makalou. A noter que l'Afristat est une organisation intergouvernementale de 20 États membres. Elle a son siège ici à Bamako depuis 2008. L'association, les membres donc de la commission loi de l'Assemblée nationale ont bouclé hier leur mission à Kangaba. Nous allons voir ça avec Mahamadou Doumbia. Au cours de cette dernière étape de la mission de la commission loi de l'Assemblée nationale à Kangaba, il a été constaté que le travail au sein du tribunal se déroule normalement. Mais par contre, les documents administratifs sont quelquefois tirés ou dactylographiés en ville dans d'autres services.
Dans la maison d'arrêt de Kangaba, les condamnations varient de 6 à 12 mois. On sait que ce n'est pas tous les jours que des honorables députés se déplacent quand même pour venir descendre jusqu'au niveau des établissements pénitentiaires et s'enquérir des conditions de détention de leurs concitoyens. C'est maintenant une tradition établie. Depuis l'année passée, ils ont commencé. C'était des enveloppes symboliques. Cette année, c'est encore plus. Et c'est des produits pharmaceutiques. Et on espère que l'année prochaine, ça va être plus encore. Si constater de visu les conditions de détention des détenus ou des condamnés est l'une des priorités du contrôle de l'action gouvernementale initiée par la commission loi de l'Assemblée nationale, un autre revers de cette série de visites est de s'allier la réinsertion socio-économique de certains condamnés qui ont déjà purgé leur peine. Exemple, dans ce cas pénitentiaire de 193 hectares, des condamnés de façon volontaire s'investissent dans l'agriculture, le maraîchage, l'élevage au compte de l'État. La prison ne saurait gâcher la vie de quelqu'un. La prison est faite pour corriger l'être humain et lui rappeler la bonne conduite à tenir au sein de la société et afin que tu puisses te réinsérer socialement. Tous les jeunes doivent apprendre à travailler car c'est l'oisiveté qui met en retard l'être humain. Si tu travailles, tu te rends utile à ta famille et à ton pays. Cela entrave le manque de pièces de rechange de motopompes se pose avec acuité. Globalement, ce qu'on retient, c'est que les conditions de détention dans les prisons se sont légèrement améliorées. Maintenant, les dossiers sont aussi traités avec beaucoup de diligence. Les juges, les conditions de travail des juges, ceux qui doivent dire le droit et le bon droit, j'estime qu'ils doivent être dans les conditions minimales de travail. Les surveillants de prison, c'est la même chose. Le camp pénal de Kenyoroba, c'est la même chose. Dans cette maison d'arrêt de Kangaba, des vols à répétition ou des cas de réduistes sont constatés et pourtant d'autres anciens condamnés conseillent aux jeunes d'éviter la prison afin d'être utiles au pays et faire honneur à leur famille. La Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep a tenu ce matin à son siège la 4e session ordinaire de son conseil d'administration. Après un an d'exercice dans le cadre de la mission de service public, la société a réalisé des résultats remarquables dans tous ses segments de gestion et consenti de gros efforts pour aplanir quelques difficultés auxquelles toute structure peut être confrontée. C'est du moins ce que nous dit notre reporter Oumar Kouressi. L'année 2012 s'annonce sous de bons auspices pour les consommateurs d'eau potable au Mali. La Somagep SA, dans son budget pour l'année prochaine, a prévu la production de 93,5 millions de mètres cubes d'eau pour un volume total de 68,3 millions de mètres cubes d'eau distribués. 8300 nouveaux foyers seront raccordés au réseau d'eau de la Somagep courant 2012, ce qui portera le nombre total de foyers connectés à 139 000 à la fin de l'année prochaine. Quant au compte de la société, ils sont au vert malgré un environnement économique quelque peu difficile. Le chiffre d'affaires hors taxe s'établira à 20,80 milliards de francs CFA, tandis que les charges d'exploitation s'élèveront à 20,4 milliards de francs CFA, y compris la redevance patrimoine à reverser à la Société malienne de patrimoine de l'eau potable Somapep SA. Cette redevance s'élèvera à 2,03 milliards de francs CFA, d'où un résultat net prévisionnel de 235,142 millions de francs CFA. La Somagep SA est mise sur les fonds baptismaux il y a juste un an. Aujourd'hui, 333 agents, dont 272 sous contrat à durée indéterminée, travaillent dans la nouvelle société qui continue son déploiement sur l'ensemble du territoire national. En outre, la société envisage de créer une agence commerciale supplémentaire sur la rive droite ainsi que des points d'accueil clientèle sur les deux rives dans le but de se rapprocher davantage de la clientèle. La prise en charge effective de la relation clientèle par la Somagep SA interviendra en février 2012 après la facturation du mois de janvier. Pour le Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfance, c'est la 9e session de son conseil d'administration qui s'y tient depuis ce matin. Et du bilan présenté, il ressort la mise en œuvre de la recherche sur l'évaluation de la finalité du traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 59 mois. Et courant 2012, les administrateurs entendent poursuivre les études et la recherche. Alpha Maïga. La santé de la mère et de l'enfant est une préoccupation des pouvoirs publics.
La création d'un centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant Credos en est une illustration. Et voilà, pour la 9e fois, les administrateurs se retrouvent. C'est à la faveur de leur conseil d'administration. Elle nous offre l'occasion d'apprécier d'une part le rapport d'activité et le point d'exécution du budget au 30 novembre 2011 et d'autre part de mesurer le niveau d'exécution des recommandations formulées lors de la dernière session. Ainsi, du rapport présenté, le Credos a réalisé plusieurs activités au cours de l'année 2011. Des acquis certes qui visent à améliorer l'état de santé de la mère et de l'enfant. La mise en œuvre des recherches sur l'évaluation de la qualité de la prise en charge du paludisme chez les enfants de 0 à 59 mois. La rénovation des premiers et deuxièmes niveaux du bâtiment principal. Perspective. Le Credos entend poursuivre les études de recherche relevant de sa compétence. Nous envisageons de développer en 2012 le protocole de l'étude sur les déterminants de la faible demande et utilisation des services de santé au Mali. Également de choisir en 2012 un district sanitaire qui sera un site permanent où le Credos pourrait suivre l'évolution de la santé de la mère et de l'enfant pendant plusieurs décennies. De tels acquis et ambitions ne peuvent être réalisés sans contrainte. La 9e session a été l'occasion pour les administrateurs de s'imprégner des difficultés de l'établissement. Du problème d'accès difficile au centre pendant l'hivernage, du manque d'eau potable courante, du faible budget alloué à la recherche qui reste tributaire des financements extérieurs. S'agissant du budget, il a été investi 374 millions de francs CFA au titre de l'année 2011. Ainsi, pour l'année en cours, le budget a été arrêté en recettes et en dépenses par les administrateurs à la somme de 346 millions de francs CFA, pratiquement en baisse par rapport à celui de l'année 2011. L'association des cultivateurs de la zone aéroportière de Bamako, Sénou, à CESAP, a procédé ce matin à une cérémonie de battage de 1000. La CESAP compte 2100 cultivateurs et occupe 200 hectares de terres cultivables. Le président de la CESAP a déclaré que la campagne agricole 2011 est satisfaisante pour son association. Cette cérémonie a été une occasion d'exprimer des préoccupations de l'organisation paysanne. Prima Koni. Malgré la mauvaise répartition et l'arrêt précoce des pluies, l'association des cultivateurs de la zone aéroportière de Bamako-Sénou Agzab se frotte bien les mains. Elle a à son actif 200 cultivateurs pour 200 hectares et la quantité des cultures récoltées peut être estimée satisfaisante selon les membres de l'Agzab. Cette cérémonie de battage des 1000 est donc un événement heureux. Chaque année a ses réalités, mais malgré tout, en tout cas l'association des cultivateurs dans son ensemble ne peut pas se plaindre. Donc vu la productivité en tout cas que nous avons recueillie cette année. Donc là c'est vraiment satisfaisant. L'Agzab a comme méthode de culture le machinisme agricole. Elle produit plusieurs types de céréales et de tubercules dont le mil, le sorgho et l'arachide. Cérémonie de battage de mil, cela prouve à suffisance qu'on a encore des paysans sur lesquels on peut compter. Je suis très satisfaite en tant que représentant du ministre de l'Agriculture de voir que des paysans se sont levés très tôt pour s'aimer et au finish pour récolter. Cette cérémonie de battage des 1000 a été une occasion pour l'association des cultivateurs de la zone aéroportière de Bamako-Sénou d'exprimer deux préoccupations majeures. Il s'agit selon elle du morcellement de leurs terres cultivables et de l'amélioration de la qualité des semences. Autant la représentante du ministre de l'Agriculture déplore le morcellement des terres cultivables, autant elle invite les paysans à se mettre dans la logique d'immatriculation de leurs terres. Le morcellement des terres agricoles doit cesser. Et aujourd'hui, je crois que déjà la PECAM a fait le pas en commençant déjà à enregistrer les exploitations familiales agricoles. La cérémonie de battage des 1000 de l'Agzab, c'est aussi la démonstration du savoir-faire et du savoir-être des membres de cette association paysanne en matière de prévision des pluies. Ces oiseaux, insectes et reptiles constituent, selon le président de l'Agzab, des signes annonciateurs de bonne ou de mauvaise pluviométrie.
On va repartir dans les salles. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali, ONECA, a tenu ce matin son assemblée générale. Une assemblée générale qui avait à son ordre du jour la relecture et l'adoption du rapport moral et financier de la mandature de décembre 2009 à décembre 2011 et la mise en place d'un nouveau bureau. Plusieurs activités réalisées ont permis à l'Ordre d'atteindre des résultats satisfaisants, entre autres la mise en application du guide d'audit, la formation des membres. Le compte rendu, c'est avec Adama Tangara. La présente Assemblée générale de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali, ONECA, a à son ordre du jour 2 points. Il s'agit de la relecture et de l'adoption morale et financière de la mandature de décembre 2009 à décembre 2011. Ce mandat a permis de réaliser plusieurs activités, aussi bien nationales que sous-régionales. On peut citer la relecture des textes réglementant la profession, la tenue des 2e journées ouest-africaines de comptabilité, l'activité du site web de l'ONECA Mali sous la référence www.onecamali.org sur lesquels toutes les informations utiles sur la profession peuvent être consultées. Si beaucoup d'actes positifs ont été réalisés, force est de reconnaître que des défis importants restent à relever. Toutefois, des contraintes majeures freinent encore la croissance attendue dans notre profession, aussi bien sur le plan des effectifs que sur la qualité des services rendus. Après 24 ans, l'ONECA Mali ne compte aujourd'hui que 70 membres individuels, dont seulement 9 femmes, soit une moyenne de 3 personnes par an, ce qui est nettement insuffisant pour une économie qui veut se développer. Et le goulot d'étranglement réside essentiellement dans l'absence de structures de formation à l'expertise comptable. Le défi est de plus en plus énorme. Vous devez fournir encore plus de prestations de qualité afin de préserver votre compétitivité. Cette qualité repose sur la formation continue des membres de l'ordre ainsi que celle de vos collaborateurs. L'occasion est bonne pour remercier la Banque mondiale, Luxe Développement et tous les partenaires qui contribuent au renforcement de vos capacités pour l'accomplissement correct de vos missions. Il faut souligner que la présente Assemblée générale de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali, ONECA, a été placée sous le signe de l'unité et de la solidarité, deux vocables sans lesquels il n'y a pas de profession. 8e Assemblée générale de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, FEMAF. Les travaux qui ont démarré ce matin portent essentiellement sur la présentation des rapports d'activité et financiers de la Fédération et des 14 associations nationales ainsi que l'élection des membres du nouveau bureau de la FEMAF. Là-dessus, le point c'est avec Fademba Keita. Après 4 ans d'exercice, la Fédération malienne des associations des personnes handicapées vient de procéder à l'évaluation des rapports d'activité techniques et financiers. Il ressort de cet exercice que l'association a enregistré des résultats encourageants parmi lesquels la formation des personnes handicapées, le financement des projets, la signature des conventions de partenariat avec l'ONG Handicap International. La rencontre a été aussi l'occasion pour la FEMAF de mettre en place un nouveau bureau. Et c'est Mokhtar Ba qui succède à lui-même pour un mandat de 4 ans. Notre future mission s'orientera fondamentalement sur les points suivants. La consolidation du partenariat avec l'État dans tous les domaines pour la prise en compte effective de la dimension du handicap dans toutes les politiques et programmes de développement. Pour assurer l'intégration socio-économique des personnes handicapées, le gouvernement du Mali a entrepris depuis quelques années une politique de promotion de ce groupe cible. J'ai retenu avec beaucoup de plaisir que de vos travaux, des résolutions pertinentes ont été adoptées. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que le gouvernement de la République du Mali prêtera une oreille attentive et examinera avec bienveillance toutes les recommandations issues de vos travaux. Les 2 jours de travaux ont permis aux membres de la Fédération de formuler des recommandations pour l'épanouissement des personnes handicapées. Parmi ces recommandations, on peut citer le respect des droits des personnes handicapées, leur insertion dans le tissu économique et l'intégration progressive des jeunes handicapés dans la fonction publique. L'ONG Christian Aide a présenté aujourd'hui le rapport de son programme d'activité aux partenaires techniques et financiers. Ce document est le résultat d'une étude commanditée par un consortium d'ONG britanniques qui ont déjà une expérience sur le Sahel. L'étude menée par ces ONG met en exergue la situation de vulnérabilité récurrente du Nord Mali. Le reportage de Djemba Moussa Konati.
Il y a de cela plusieurs décennies que la crise alimentaire sévit dans le Sahel due à la situation géographique de cette zone. Ces crises ont souvent des conséquences fâcheuses sur les populations riveraines. Conscient de cela, un consortium d'ONG britanniques est en train de mener depuis quelques années des études sur le terrain. Cela pour apporter une solution adéquate à la crise qui pèse sur les populations du Nord. À l'issue de ces études, certaines recommandations ont été formulées. D'augmenter l'investissement dans la promotion des moyens de subsistance des communautés. Il faut vraiment investir. Cela va permettre aux communautés de faire face aux différents chocs qui vont venir dans des situations difficiles. Christian Aid est une ONG internationale qui est au Mali depuis 1973 et intervient dans les régions de Sikasso et Mopti. La capitale des Balanzans qui a fêté ce jeudi l'arrivée des feux tricolores dans les principaux carrefours de la ville. Ces feux tricolores qui vont certainement contribuer à réduire l'insécurité routière à Ségou ont été installés par l'Assemblée régionale de Ségou pour un coût de 100 millions de francs CFA. La cérémonie qui était présidée par le gouverneur de région a mobilisé plusieurs responsables politiques et administratifs de Ségou. C'est ce que nous dit notre correspondant Dougou Fana Traoré. C'est parti pour les fêtes tricolores à Ségou. Ces fêtes tricolores qui étaient attendues depuis longtemps dans la capitale de Balanzan sont installées dans les principaux carrefours de la ville. Rond-point de l'hôpital Yanangoro Fomba, carrefour de Markala ou encore les principales voies qui débouchent sur la voie express qui traverse la ville de Ségou, appelée ici Avenue en 2000. Les fêtes tricolores ont une longue histoire à Ségou. L'idée est venue de la mairie de Ségou, matérialisé par l'Assemblée régionale de Ségou et financé par le président de la République Amadou Toumani Touré sur fonds Sotelma. Dans la capitale des Balanzans, l'initiative des autorités est vivement saluée par les habitants et les usagers de la route. Le feu tricolore est la bienvenue à Ségou. Ça permet à tout le monde de pouvoir bien s'orienter et de passer aisément devant un feu pour éviter les accidents. Absolument, c'est une bonne chose dans la mesure où ça nous assure notre sécurité. Parce que pour qui connaît habituellement la circulation à Ségou, les gens étaient peu respectueux vraiment des stops. Maintenant, cela est devenu obligatoire. Ça diminue les accidents de circulation dans les cas où les Ségouviens respectent le feu. À la place de l'indépendance de Ségou, chaque intervenant a salué l'arrivée des fêtes tricolores et émis le vœu que cela réduise les accidents de la circulation à Ségou. L'extension de la ville, l'accroissement de la population avec la multiplication galopante des moyens de déplacement ont imposé la prise de mesures participant à cette volonté de sécurisation à nos voies routières. L'Assemblée régionale de Ségou a choisi de faire de la sécurité routière dans notre région un axe majeur de sa stratégie d'intervention en plaçant l'homme lui-même au centre de ses préoccupations et en est la finalité de toute action de développement. Elle vient à point nommé car de nos jours, avec la prolifération des engins à deux roues, la non-maîtrise du code de la route et l'incivisme de nombre de nos enfants, voire de nous-mêmes, l'installation de ces feux était devenue une nécessité. C'est le directeur national de la sécurité routière, Mamadou Kone, représentant le ministre de l'Équipement et des Transports, qui a donné le premier coup de clap de ces feux tricolores. La remise des clés de ces feux aux autorités locales a mis fin à cette cérémonie. Hier, nous vous parlions de la SAFRA. Il s'agit de la semaine de l'amitié et de la fraternité à Tambacounda au Sénégal. Cette 24e édition a vu la mise en place du réseau des gouverneurs de l'espace SAFRA qui est un cadre de concertation sur les problèmes de développement et d'intégration dans cet espace qui regroupe 6 pays. Il s'agit donc de favoriser la politique d'intégration sous-régionale. Le Mali était représenté à cette édition par une forte délégation venue de Kaï Jafar Aïdara. Aujourd'hui, l'intégration sous-régionale et africaine doit être renforcée en vue de réaliser l'unité concrète de l'Afrique et son développement harmonieux et durable. Le fait d'appartenir à plusieurs entités culturelles est un atout d'ouverture à maintenir en vue de renforcer la cohésion. C'est ainsi que le réseau des gouverneurs de l'espace de la SAFRA a été mis en place après le réseau des maires. Lors de la 23e édition qui s'est tenue à Kaï, l'une des plus fortes recommandations avait été une invitation lancée aux autorités
politiques et administratives des pays concernés pour les amener à s'impliquer davantage dans cette organisation communautaire. C'est ainsi que l'idée de création d'un réseau des gouverneurs avait été lancée depuis CAI. Cette mise en place du réseau des gouverneurs de l'espace de la SAFRA permettra d'entreprendre des actions d'intégration à travers la structure communautaire appelée la Semaine de l'Amitié et de la Fraternité, qui est un véritable outil d'intégration à la base permettant de juguler tous les conflits de nos frontières. Ce réseau des gouverneurs n'est rien d'autre qu'un cadre de concertation et de gestion de la coopération transfrontalière des États de la SAFRA. Et ce réseau se compose de tous les gouverneurs des États de la SAFRA, plus les chefs de service et de structures régionales qui sont chargés de la gestion des problèmes frontaliers entre les différents États de la SAFRA. Ce réseau est un cadre de concertation sur les problèmes d'intégration, de développement dans l'espace de la SAFRA. Il est présidé par le gouverneur de Tambacounda. L'ONG Initiative Conseil Développement ICD, à travers son projet de développement de l'élevage à Koulikoro et Kita, vient de remettre un important lot d'équipements aux directions régionales chargées de l'élevage. Le coût de ces équipements s'élève à 15 millions de francs CFA. Objectif, aider les services techniques chargés de l'élevage dans le suivi et la valorisation des produits de l'élevage. Et pour plus de détails, écoutons les explications de Mme Traoré Fatmata Samake. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Initiative Conseil Développement ICD, et elle est au micro de notre correspondant Seydou Traoré. Cet appui en équipement et en matériel bureautique est destiné à la direction régionale des services vétérinaires et celle de production et industrie animale de Koulikoro. Le lot d'une valeur de 15 millions de francs CFA est composé de motos, d'armoires, de tables, fauteuils, d'ordinateurs et accessoires, de climatiseurs et de diverses fournitures de bureaux entre autres. En apportant son aide dans l'amélioration des conditions de travail des services vétérinaires, l'ONG Initiative Conseil Développement ICD, soutenue par Vétérinaires sans frontières Belgique, veut accompagner ses agents de terrain dans l'exercice correct de leurs fonctions. La remise de matériel doit leur permettre d'assurer pleinement leur rôle, leur mission de contrôle sur le terrain, leur mission d'appui conseil. Ce lot de matériel et d'équipement que nous venons de recevoir constitue aujourd'hui une bouffée d'oxygène, comme on le dit. Ces matériels, ces équipements seront utilisés à bon escient. Ces dons de l'ONG ICD à travers son projet de développement de l'élevage à Koulikoro et Kita, Prodelca 2, vise à une rentabilité durable de l'élevage en milieu rural. Ces équipements et matériels bureautiques apporteront à coup sûr un nouvel élan dans les missions de suivi et la valorisation du produit de l'élevage. Je pense qu'ils viennent aujourd'hui nous enlever une épine sous les pieds. Et ce matériel va nous combler un grand vide pour nous permettre vraiment d'abord de répondre aux missions que l'État nous a confiées, et ça va nous permettre de combler le vide aussi pour répondre aux missions qu'elles s'attendent de nous, le partenaire qui vient de nous donner ce matériel. Financé par le RAM des Pays-Bas, le Prodelca 2 participe en outre à la construction d'infrastructures destinées à améliorer la prise en charge des animaux. Vous avez compris, là c'était plutôt un compte rendu de Seydou Traoré sur le don de l'ONG ICD. Enseignement supérieur en Afrique subsaharienne historique, évaluation et défis, c'est le thème qui a marqué la cérémonie de lancement du cours inaugural de l'Université des sciences sociales de Bamako, initié par le rectorat de la dite université. La cérémonie a regroupé, outre le personnel administratif, les professeurs et les étudiants dans l'amphithéâtre de l'établissement SIS à Sogoniko. Là-dessus, le point c'est avec Nando Dambédi. Quelle offre doivent faire nos universités face aux besoins de développement pressants de l'heure? Comment établir la cohérence entre les systèmes d'enseignement supérieur et les cartes scolaires et universitaires? Voilà entre autres grandes questions soulevées au cours de ce débat. Débat centré autour de la thématique enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, historique, évolution et défis. En partageant évidemment ce problème commun avec tout le monde, maintenant, le regard, c'était de nous replier un peu sur le cas spécifique du Mali, à l'écoute évidemment de tous les participants,
qu'est-ce que nous pouvons avoir comme proposition. Et ça aussi, c'est le deuxième intérêt. À la veille de cette rentrée, écouter évidemment nos différents partenaires pour voir les propositions, les suggestions qu'ils ont à faire pour que d'abord on ait une bonne rentrée et deuxièmement pour que nous puissions continuer ce travail en profondeur de restructuration du système pour qu'il soit plus efficace et avoir des produits de qualité. L'initiative est née de la prise de contact et d'échanges fructueux entre le rectorat de l'Université des sciences sociales de Bamako et le corps professoral, ce qui traduit toute l'ambition des professeurs du département d'histoire et de géographie de faire de l'université un véritable vivier de développement durable pour le bonheur de tous. Et nous en venons au grand format de cette édition, Bamako qui sent déjà la fête du 31 décembre, une ambiance festive avec des pétards, fusées et feux d'artifice qui sont, ne l'oublions pas, des explosifs. Ils inondent actuellement le marché bamakois et les mauvaises habitudes liées à leur utilisation reprennent en ville. En cette période, l'on doit savoir que les enfants en toute innocence peuvent provoquer un incendie car les pétards mal utilisés peuvent être la cause d'un sinistre qui met la vie de son utilisateur ou de son voisin en danger. La vente et l'usage de feux d'artifice en cette veille de fin d'année, c'est une enquête de Ibrahima Traoré. La capitale malienne affiche déjà les couleurs de 2012. À Bamako, le nouvel an est traditionnellement accueilli en grande pompe sous les feux d'artifice. Dans les marchés, le secteur de la pyrotechnie s'est bien installé pour proposer aux adeptes un grand choix de pétards. Du claque-doigt au bison en passant par les mitraillettes, les bombes, les pétards pour enfants jusqu'aux feux d'artifice de jardin. Bref, tout ce qu'il faut pour un réveillon bien réussi. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des pétards. Il y a des différentes sortes de pétards. Il y a certains où on utilise en bas. Des pétards comme ceci, nous vendons ceci à 300 francs. Donc des pétards comme ceci aussi, on vend ça à 400 francs. Donc tout ce que vous voyez comme ça, ce sont des pétards qui sont utilisés, dont ils font des feux d'artifice en haut. Bon, ça c'est un pétard qui est nouvellement venu cette année. On appelle ça le pétard en para. Quand ça s'explose, vous voyez les soldats descendre en para qui forment un très joli artificiel en haut. Bon, le pétard aussi que vous voyez comme ça c'est un pétard aussi qu'on utilise en haut. On appelle ça le pétard à 15 coups. Ça aussi, c'est utilisé en haut. Bon, donc, ceux qui sont là sont sous forme de missiles. Donc, quand ils vont en haut, ils peuvent exploser pendant 5 à 10 minutes comme ça. Le marché est donc bondé de pétards et de feux d'artifice. Pour l'instant, ces jeunes étudiants vendeurs de circonstances attendent encore la clientèle pour réaliser de bons chiffres d'affaires. Les petits pétards là, bon, on vend ça, le paquet à 600, bon, d'autres à 500. Bon, il y a même des pétards ici. On vend même des pétards ici à 10 000, 15 000. Il y a même des pétards ici à 50 000. Des pétards. Bon, selon nos fournisseurs, bon, eux nous vendent ça, bon. Comme ça vient du port, bon, eux nous amènent ça, bon, à des prix, bon, pas trop, bon, un peu, pas trop élevés, quoi. Par rapport à l'année passée, je peux dire que cette année, il y a peu de clients qui viennent. Puisque par défaut, les gens n'arrivent pas à assez économiser de l'argent. Bon, on n'arrive pas à revoir assez de clients. Mais j'espère qu'avant le 31 décembre même, je verrai beaucoup de clients qui viendront ici pour venir m'acheter ces pétards. Malgré le marché timide, la nuisance sonore commence d'ores et déjà à submerger quelques quartiers populaires de la cité des Trois Caïmans. Les pétards semblent incontournables pour donner l'éclat à la fête de fin d'année, alors qu'à travers la ville, tout le monde est unanime pour dénoncer l'usage abusif de ces explosifs qui peuvent s'avérer très dangereux. Si tu ne sais pas utiliser les pétards, ça va faire les dégâts. Sinon, ce n'est pas fait pour faire les dégâts, ça ne fait rien. Si tu payes, si tu achètes chez les vendeurs, il faut demander comment on utilise. Il y a certains qui viennent, ils payent seulement, ils rentrent à la maison, ils ne demandent même pas comment on utilise. C'est ça qui va faire les dégâts pour les enfants. Les pétards, c'est dans des conditions spéciales qu'on les utilise. Et ces conditions ne sont pas requises. Donc je pense que c'est vraiment très très dangereux. On doit les bannir de notre espace. Pendant toute la fête, bon, j'interdis mes enfants de payer même les pétards. Parce que l'utilisation des pétards, ça peut poser beaucoup de dégâts à la population. Tels que? Bon, les incendies surtout. Ça peut poser des incendies. Bon, des fois, les enfants même essaient de jeter les pétards sur les véhicules.
On doit donc faire énormément attention aux règles de prudence car chaque année, on déplore des incidents. La fête de Saint-Sylvestre est une nuit dédiée à la joie. Il serait dommage de noircir cette nuit et d'en faire un moment de deuil pour certains, ce qui passe simplement par le respect de quelques recommandations de base. Ne faire exploser que les pétards autorisés, le faire le plus loin possible des personnes et des biens, ne pas garder en main un pétard allumé ou encore ne pas rallumer un pétard qui n'a pas explosé. Oui, vraiment, on va ajouter que pour fêter, il faut être en bonne santé. Faites donc attention à ces explosifs. Du sport maintenant, et nous parlons du championnat. Hier, au compte de la 4e journée, les 11 créateurs de Niarela ont été tenus en échec par l'AS Bakaridjan 0-0. Mais auparavant, le stade malien de Bamako s'est imposé 2-0 devant l'AS Police. Le compte rendu des deux rencontres. Voilà, on me fait signe que cet élément n'est pas prêt. Nous vous l'annoncions donc il y a quelques jours. L'un des baobabs du Mandé est tombé. Il s'agit du chasseur Gimba Keita, Diakité plutôt, dit Bala Gimba. L'enfant de Bala, âgé de 94 ans, est décédé des suites d'une longue maladie qu'il a fauché le dimanche dernier. Le virtuose du Don Sogoni a été inhumé dans son village natal ce jeudi 29 décembre 2011 par une foule de grands jours. Bala Gimba Diakité, le monogénère, était le patriarche du clan Kanibala. Le reportage de Mohamed Diarra. Il y a des hommes qui, de leur vivant, marquent l'histoire d'une nation. Parmi ces hommes de valeur figure Bala Gimba Diakité et désormais, il ne jouera plus le Dosogoni. Sa voix ne résonnera plus. L'oiseau noir de Bala, comme il aimait se faire appeler, s'en est allé pour l'éternité, laissant derrière lui des milliers d'admirateurs de sa musique. En ce jour, jeudi 29 décembre 2011, le village de Bala, situé à 75 km de Bamako, avait rendez-vous avec l'histoire pour l'inhumation de ce vieux lion du Mandé. Ils étaient tous là, la grande famille des chasseurs, les autorités maliennes, parents et autres connaissances pour accompagner Bala Gimba dans sa dernière demeure. Tout un cérémonial dû à ses qualités et à son rang. Bala Gimba, c'est un véritable mastodonte de la culture malienne qui aura influencé la musique du Mandé. Il est à l'origine de plusieurs chansons du milieu. Bala Gimba, c'est toute une bibliothèque qui a servi de source d'inspiration pour les chasseurs du Mali. Véritablement, qui est cet homme au talent incommensurable? Ses qualités sont énormes. Gimba connaît le présent, il raconte le passé, il connaît le futur. Or, c'est rare de trouver des gens qui peuvent le faire. Il est le patriarche du clan. Moi, je suis du clan Kanibala. Lui, il est du clan des Peuls. Mais nous sommes liés par le sang. En effet, lui, sa mère est de notre clan. Et aujourd'hui, je suis en quelque sorte le premier fils de la famille. Et c'est à ce titre que je suis là pour son inhumation. Ce nonagénaire, malgré son handicap visuel depuis à l'âge de 10 ans, n'avait rien à envier aux autres. Du succès, il en a eu. L'honneur aussi. Bref, une référence dans le monde des chasseurs. Bala Gimba, il a été quelqu'un qui a rassemblé tous les chasseurs du Mali, tous les chasseurs du Mandé en particulier. Lorsque Bala Gimba était évidemment au Manding ici, tout allait très bien. Bala Gimba a fait tout pour les chasseurs du Manding. Donc, sa perte aujourd'hui, c'est une véritable douleur pour nous tous. Il a très bien travaillé pour nous.
Ce dernier contact avec ses amis et connaissances sera pour l'éternité puisque le rossignol du Mandé vient de tirer sa révérence pour toujours. Balagimba, tes cordes vocales serviront d'abreuvoir pour la jeune génération. D'heures en paix, grand maître. Idansugo Iniko. Sur ce se referme ce journal aux environs de 22h. Retrouvez Nyanya Alou Traoré pour formation continue. Demain 10h, Aïssata Ibrahim Maïga. J'aurai le plaisir de vous présenter les éditions du soir. Merci et bonsoir.